privilégie un certain nombre, ça dépend des conditions historiques, culturelles, religieuses, etc. Et alors, actuellement, c'est le savoir scientifique, à notre époque, c'était le savoir religieux, par exemple. Et c'est ce savoir-là qui va être le savoir légitime à faire passer, à transmettre. Donc, on peut dire effectivement que, suivant les époques, c'est toujours arbitraire. Hein, tout enseignement est arbitraire, d'une certaine façon. Ça dépend d'un tas de facteurs qui ne sont pas la vérité même. Ça dépend de tas de choses. Alors, même si l'éducateur se sert de ça, parce qu'il va se servir forcément du savoir, des éléments des savoirs, je dirais, son principal rôle, sa principale fonction, c'est pas de transmettre les savoirs. On pourrait dire que ça, c'est peut-être la fonction de l'enseignant, de transmettre des savoirs légitimes. L'éducateur, pour moi, il n'a pas cette fonction-là, même s'il s'en sert. Sa fonction, c'est d'inquiéter. La fonction de l'éducateur, c'est d'inquiéter. La fonction de l'éducateur, c'est par une interprétation la plus ouverte possible, la plus respectueuse aussi de l'autre et de l'univers culturel de l'autre, de l'univers psychologique de l'autre, etc. Donc dans un respect total de ce qu'est l'autre, c'est de l'inquiéter malgré tout, parce que ce n'est qu'avec cette inquiétude que quelque chose se transforme. S'il veut effectivement entrer dans la déstructuration, dans la déconstruction de cet univers interne au sujet, univers de représentation, des significations, etc., des conceptions, pour que cet autre puisse aller plus loin, et à supposer aussi que cet autre est d'une manière ou d'une autre demandé à ce type d'aide. À ce moment-là, sa fonction, ça sera d'inquiéter, ça sera de faire en sorte que la personne, par les systèmes d'interprétation proposés, par les savoirs qui sont à ce moment-là proposés pour éclairer des points de la réalité, que l'autre puisse s'ouvrir un peu plus, s'ouvrir par rapport à son propre système d'enfermement. Donc, pour moi, l'éducateur, il n'a pas pour fonction de transmettre un savoir, il a pour fonction d'inquiéter, de transmettre un début de vibration dans la grande maison de l'enfermement de chacun. De telle sorte que chacun devienne son propre maçon, le maçon de la maison à construire. De telle sorte que chacun puisse ouvrir des fenêtres, construire une porte, et puis s'il veut aller même plus loin, sortir de sa maison et aller voir le monde. Donc voilà comment je répondrais à cette différence. Donc l'éducateur qui renforce l'enfermement, c'est celui qui rate son coup en tant qu'éducateur. Si je peux me permettre de renchérir, il faut aussi que le formateur soit souvent acculé par une demande de la structure à laquelle il appartient, de demeurer un enseignant, c'est-à-dire de transmettre un programme qui ne sera pas défini, de transmettre une commande, mais après tout, comme ça peut être le cas d'un instituteur de la Troisième République, sortant de son école normale, comme ça peut être le cas aujourd'hui d'un professeur du secondaire. Et dans ce cas-là, effectivement, on va établir un enseignement, pour reprendre le terme enseigné, sur des valeurs anciennes. Et là, le formateur va pour le coup être l'homme de l'ancien. Par contre, je pense qu'il y a aussi une autre fonction, qui est celle aussi, dans la construction de ces modules, de ces interventions, d'être à l'écoute de ce qui est neuf, de ce qui est novateur, de tout ce qui participe d'une culture en devenir constante, même si elle part de cet ancien, pour s'échafauder éventuellement sur une émergence nouvelle, porteuse d'avenir. Et il se peut qu'actuellement, la formation qui, comme l'univers social, politique et culturel en général, évolue en grande partie vers l'inconnu, dans un monde où on n'a plus guère de repères,
on les a perdus, le repère classique. Il me semble que cette fonction exploratrice, qui l'ancien fait passer au nouveau, est fondamentale à prendre en compte dans l'acte de formation du nouveau. C'est aussi une dialectique à établir. Sur la fonction d'activité formateur-éducateur, est-ce que malheureusement, vous passez justement que quand on renforce l'enfermement, c'est tenté, est-ce que malheureusement, dans la mesure où on a géré l'unité et surtout diversité dans les groupes, on n'est pas amené à chaque formation à la fois réussir et à se planter magistralement? Je crois que la lucidité en formation consiste à voir que, je veux dire, on n'est pas omnipotent, on n'a pas la capacité de satisfaire tout le monde, parce que tout le monde est unique. Donc chacun a sa propre histoire, chacun a sa propre niveau de réalité, je dirais, à explorer les niveaux de réalité qui lui sont propres. Et donc, en tant que formateur, on s'adresse à un certain nombre, on touche un certain nombre, et puis moins d'autres, etc. Donc, c'est vrai qu'on ne réussit pas parfaitement. On n'est pas dans une sorte de pureté, l'idéal de pureté des formateurs qui réussiraient parfaitement. C'est toujours de l'ordre de ni figue ni raisin. C'est pour ça que je me dis toujours que lorsqu'un formateur est complètement rejeté par l'ensemble du groupe, si effectivement 90% des gens du groupe mettent par la fenêtre, ça pose problème. Mais si 90% des gens du groupe l'acclament et portent Pinac, ça pose également problème. Au fond, le formateur le plus intéressant, c'est celui qui est controversé, d'une certaine façon. Celui qui est controversé parce que chacun a pu y trouver des éléments, d'autres ont réagi, etc. Tout le monde n'est pas d'accord. Et en particulier dans des groupes, je dirais, tels qu'on en voit un peu partout, où il n'y a pas forcément une sélection en fonction d'un certain type de représentation. Mais comme vous pourrez en avoir, comme vous serez formateur dans les entreprises, etc. Les gens sont un peu de toute obédience et ne pourraient pas faire l'unanimité. Si vous êtes critiqué, si vous êtes discuté, mais en même temps si vous êtes apprécié, je crois que c'est ça un des critères. C'est vrai qu'un formateur qui est rejeté systématiquement par tout le monde, ça pose problème quand même. Il faut quand même s'interroger. Il ne va pas dire dans une sorte d'esprit paranoïaque ils m'en veulent tous, sans s'interroger lui-même sur sa prestation. Mais l'inverse, le formateur à qui on dit ah vous êtes génial, vous êtes le seul, l'unique, etc. Il doit aussi s'inquiéter un petit peu de savoir qu'est-ce qu'il n'a pas fait passer pour que les personnes aient un peu l'esprit critique à son égard. Aussi, ça fait partie du développement du savoir-être. Souvent, on parle de savoir, savoir-faire, savoir-être. Effectivement, le formateur, je ne pense pas, comme l'enseignant, comme l'éducateur en général, je ne pense pas qu'il réussisse à tous les coups, qu'il parvienne déjà à transmettre ce qu'il a à transmettre, qu'il arrive à désenfermer tous les enfermements possibles, ou plutôt qu'il réussisse à tout coup. Et je pense que c'est aussi par les échecs qu'il cultive son savoir-être. Je pense que le savoir-faire, quand il se dérègle, c'est là que le savoir-être réapparaît en grande partie. Donc je pense que les échecs éventuels ne sont pas forcément... il faut les assumer.
faut assumer les échecs en formation et les prendre aussi comme des événements formateurs pour le formateur lui-même. Parce que je pense qu'on a souvent parlé aussi de co-formation, de co-connaissance durant ces 2 jours. Effectivement, c'est bien ce qui se passe, je crois, avec le groupe. Et l'erreur fait partie aussi de cette construction identitaire, ça va être de part et d'autre de la relation formée et formée. C'est pas la même chose en fait. Vous avez dit que vous utilisiez toujours au tout début, vous utilisiez le terme de souffrance. Moi j'entends souffrance, consistance. Tout à l'heure je vous ai entendu, mais j'ai mal. Vous êtes revenu à la racine, c'est ça, de latine. C'est quoi Le travail. Oui, c'est le travail. Mais pourquoi ce terme de souffrance systématiquement? Pourquoi sans arrêt dans le cheminement vers que ce soit l'ouverture, vers une meilleure connaissance, vers un désenfermement, vers une reconstruction? Pourquoi systématiquement mettre comme seul véhicule la souffrance? Pourquoi utiliser ce terme-là? Ce que je veux dire, c'est quelque chose Parce qu'on peut dire dérangeant, mais quand on dit souffrance, c'est carrément plus fort. Non, parce que ça fait mal de perdre ses certitudes. Mal de perdre ses certitudes. Après, quand on a passé ce cap-là, peut-être qu'on souffle, peut-être qu'on a une zone ensoleillée devant soi et qu'on éprouve un certain plaisir. Mais dans un premier temps, ça fait mal. Et ça fait mal parce qu'on est face à quelque chose, une zone justement d'incertitude. Il y a un moment quand même, il y a une sorte d'espace, temps là, où on n'a plus les anciennes certitudes et on n'a pas encore les nouvelles. On n'a pas encore les nouvelles bases en quelque sorte qui nous permettent d'avancer vers un peu plus d'ouverture. Et on est dans une sorte de zone moyenne, justement, comme on dit, j'ai perdu mes repères. J'ai perdu mes repères. Quand je dis j'ai perdu mes repères, ça veut peut-être que j'en ai d'autres. Ça veut dire que je suis sans repères et ça peut être extrêmement difficile à vivre. Et puis même si les repères, c'était des repères qui faisaient mal, parce qu'il y a des repères qui font mal, même si on les perd, eh bien, parfois on y est tellement attaché, même si elles font mal, que ça fait encore plus mal de les perdre. Donc, comment dire, nier la dimension d'effort et de souffrance psychique, etc., dans le travail d'éducation, c'est manquer de lucidité pour moi. Mais ce n'est qu'un moment. C'est pas ça qui est la finalité. La finalité, c'est pas la souffrance, naturellement. Ce n'est qu'un moment dans le processus de formation. C'est un moment par lequel on doit passer. On ne peut pas faire autrement que passer par là. Il dure plus ou moins longtemps, d'ailleurs. Ça dépend aussi de la maturation de chacun. Ça dépend aussi de la façon dont on considère sa vie, etc. Donc on considère aussi je dirais, le sens du monde. Mais mourir, je pense que mourir, qui est quand même un des seuils extraordinaires de tout acte d'éducation, je ne crois pas que ça soit si facile que ça. Il y a quand même un espoir. Oui, je crois que c'est cette gestion de crise, en fait, qui, au sens Gramsci la décrivait, c'est-à-dire qu'il y a crise quand on passe d'un modèle sur lequel on avait des repères, un système établi, à un autre système pour lequel on n'a pas encore des repères, les repères ne sont pas construits. Cette zone d'incertitude que Gramsci appelait crise. Et c'est, nous on le voit quand on interroge en travaillant, quand on dérange, on dérange des pratiques, notamment quand on intervient directement dans des syndicats, dans des sections syndicales. C'est ouais, mais nous on se comprend. Oui, d'accord. Il y a les résistances qui sortent. Là. On a toujours fait comme ça. Ok, bon, c'est pas gagné.
Et on le voit bien, ça. Mais c'est en fait, c'est cette souffrance-là de se dire, bah, effectivement, on a des choses à changer. La prise de conscience qu'il y a des choses à changer, bah, ça fait mal. C'est sûr que ça fait mal, quelque part. Le problème, c'est d'arriver un peu à la transformer. C'est amusant, parce qu'on en parlait, votre question, parce qu'on en parlait à midi avec Jacques Arnaud. C'est comment on va essayer d'amener cette souffrance sur un désir qui est le désir d'apprendre. Et c'est là où on tombe sur le principe fondamental de l'éducabilité. Si on n'est pas convaincu, effectivement, dans notre pratique de formateur, qu'on peut amener les gens à changer, à modifier des choses, effectivement, on en restera à la souffrance et c'est fondamentalement insatisfaisant, parce que moi, ça va. Hein. La souffrance, je ne suis pas un partisan. Si je peux me faire plaisir, je préfère. Mais effectivement, c'est au nom, je pense, de ce principe d'éducabilité qu'on peut dire on va amener au désir d'apprendre. C'est dire, ah bah oui, ok, ce qu'on faisait, c'était insatisfaisant, bon, c'est vrai qu'on était bien ensemble et au fond, le groupe fonctionnait bien, mais là, on s'aperçoit que ça ne suffit plus, fonctionner bien. Il faut qu'on fasse autrement. Et on accepte de changer, on a envie d'apprendre, on a le désir d'apprendre, on a envie de faire autrement. Et des fois, je pense que c'est vraiment l'instant magique, mais je ne trouve pas d'autres mots, où on sent le groupe bouger. C'est-à-dire, ben, on sort de la résistance et on sent le groupe avancer sur la compréhension, sur l'envie d'apprendre. Et je pense que dans toutes les... Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai, je ne sais pas ce que vous en pensez. À un moment donné, dans un groupe, on sent que tiens, ça y est, ça a bougé. Alors, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas du tout scientifique ni théorisé. Je me dis, tiens, et, bon, ben, voilà, on est passé de la souffrance à l'envie d'apprendre. Moi, si j'avais l'outrecuidance d'essayer de le définir, je dirais ça. C'est-à-dire qu'on est passé de la souffrance à l'envie d'apprendre. Peut-être une règle aussi à respecter, enfin en tout cas c'est une règle que je vous propose comme ça à mettre en pratique. Moi je l'ai mis en pratique à chaque fois dans les groupes et dans ma propre vie, parce que ce n'est pas simplement une question de vie de groupe, c'est aussi une question d'équilibre personnel. C'est la notion d'équilibre. Dans une vie personnelle ou une vie de groupe, comme je le disais, on passe toujours par des étapes qui sont des étapes de la souffrance, parce que la vie nous éduque. Les réalités de la vie nous éduquent. La souffrance, on ne la veut pas nécessairement, elle nous est imposée, parce qu'il nous arrive la mort, le chômage, tout ce que vous connaissez. Hein, ça nous touche, ça nous affecte, et on n'y peut rien. C'est quelque chose qui est là. Et on est dedans. On n'est pas dehors, on est dedans. Donc, on passe par la souffrance. Le principe d'équilibre, pour moi, ça consiste à me dire, si j'ai de la souffrance, eh bien, j'équilibrerai cette souffrance par du plaisir. Je ferai en sorte que s'il y a de la souffrance, parce que, comme je disais, dans l'éducation, il y a forcément de la souffrance, donc on est aussi un moment inéluctable. Dans la vie, il y a de la souffrance. Donc je passe par là, je le reconnais, je l'assume, mais je peux aussi me faire plaisir. Et donc, aller chercher dans la vie également, dans les relations, y compris dans le bien-être matériel qui peut exister, des éléments qui viennent faire un peu contrepoids, qui viennent équilibrer quelque chose, pas être emporté uniquement par un des éléments. Ça me paraît aussi important dans un groupe. Hein, quand vous animez un groupe, il y a des moments dans un groupe où c'est vraiment de la souffrance qui s'exprime, parce que c'est dur, on est dans des zones de résistance, et les gens ont envie de bouger, en même temps ils sentent qu'ils perdent vraiment, et donc c'est dur, ça peut devenir même très conflictuel, très violent même. Et je pense que l'animateur de groupe, là, doit penser en termes d'équilibre. Hein, ne pas nier d'aller dans ce sens-là, parce que c'est important, il faut donc y aller, ne pas refuser le conflit, mais aller voir vraiment le conflit, mais en même temps penser à l'équilibre, penser au principe de plaisir. La polarité, ça, Michel Lobreau le développe très bien dans Les Forces profondes du moi, aux éditions économiques. D'un côté, effectivement, l'assomption de la souffrance, de l'autre côté, l'assomption du plaisir. Émotion, et puis
se transplaisir. Alors à nous d'inventer les termes de l'équilibre. Ça peut être, on faire un bon repas, après une journée très difficile avec des stagiaires, vraiment, je vais faire un bon repas avec des gens que j'aime beaucoup. Bon, bah, ça fait du bien, hein, puis ça requinque, comme on dit. Il y a 36 moyens de s'en sortir. Il ne faut pas oublier ça. Ma position, c'est le contraire de l'ascétisme. Hein. C'est le contraire de dire qu'il faut se faire du mal, etc. Il faut être le moine qui est dans... Non, l'équilibre. Toujours l'équilibre. Moi, j'aimerais revenir sur une notion qui a été évoquée par Jacques Ardoineau et que René Barbier a repris tout à l'heure sur la question de la maturation et qui me pose une autre question qu'on a déjà abordée à d'autres moments, qui est celle de l'hétérogénéité du groupe. Et effectivement, il me semble que les individus, même s'ils font partie d'un même groupe, s'ils ont été choisis pour avancer ensemble, ont des temps de maturation différents. Enfin, de temps de maturation et d'avancement et de compréhension des choses, etc., qui sont différents. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez sur comment on peut gérer en tant que formateur, si on considère qu'on est à la fois accompagnateur et passeur, on va aider les gens à aller vers quelque chose. Comment est-ce qu'on peut négocier ça, c'est-à-dire ces différences entre les différentes vitesses et différents rythmes des individus qui sont formés? C'est encore une question de lucidité pour l'animateur, pour l'éducateur de groupe. C'est-à-dire d'essayer de comprendre dans un groupe quel est le plus bas niveau actuellement de compréhension et d'acceptation du changement, le plus bas niveau d'acceptation du changement dans un groupe. Parce que vous pouvez repérer des hauts niveaux d'acceptation du changement chez quelques-uns. Faut-il se fonder sur les quelques-uns qui sont prêts à aller très très vite et très loin, ou se fonder sur le fond commun qui peut être assez bas? Là, j'ai la position, moi, de Lukács, de Gramsci, etc., et de Lucien Goldman, c'est-à-dire essayé de repérer le plus bas niveau d'acceptation du changement dans un groupe. Et partir de là. Ne pas partir du plus haut niveau. Sur le plus haut niveau, justement, ça dépend des uns et des autres. Il y en a certains qui ont été, ça dépend de leur propre histoire, de tout ce qu'ils ont vécu. Mais si on veut faire évoluer un groupe, je crois qu'il vaut mieux partir du plus bas niveau. Et parce que c'est à partir de là qu'on peut fonder une pédagogie qui sera plus acceptable par l'ensemble. Donc, dans le fond, l'intelligence du formateur, là, ce sera de repérer ce plus bas niveau. Si on touche à cela, c'est-à-dire si on veut aller au-delà de cela, on peut savoir qu'on va se casser la figure. C'est-à-dire qu'on va aller par rapport à mon schéma, là, du côté de la zone de clôture, non pas de la zone d'ouverture. On ira vers des résistances qui, peu à peu, se blindront de plus en plus, etc. Parce qu'on voudra aller trop vite. Donc, le processus de maturation dont on parlait, c'est comme la gestation d'un enfant, n'est-ce pas? Ça demande du temps et il ne faut pas aller faire plus vite, il ne faut pas faire accoucher la femme avant qu'elle n'ait terminé son cycle. Eh bien, c'est la même chose pour un groupe. Donc, on part du départ, c'est-à-dire du plus bas niveau d'acceptation du changement. On pose déjà quand même l'idée qu'il y a une acceptation du changement. C'est déjà une ouverture, c'est déjà un optimisme. On part d'un optimisme en formation. C'est ça, c'est l'idée que oui, il y a possibilité de changement, oui, éducabilité, comme on parlait, etc. Oui, il y a possibilité de changement. Mais quel est le départ? Et suivant, je vous dis, les groupes, ça peut varier, parce que ça varie aussi en fonction des individus qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas céder de la part de gens qui ont été déjà plus loin.
Hein, on peut s'aider de ces gens-là, mais toujours en référence, bon là c'est une stratégie que je vous donne, hein, mais toujours en référence avec ce que l'on sent de la plateforme, de la base la plus commune quand même des gens. Et on part de là. Et c'est ça qu'il faut. Ce travail sur les enfermements, c'est là qu'on va le faire. Alors il se peut que certains se disent « Oh, mais alors, vraiment, je sais tout ça déjà. Hein ». Ça se peut que certains se disent « Moi, je n'ai pas du tout la position hein, des petits élites, hein, la stratégie de l'élite ou la pédagogie pour l'élite, hein, ou pour le surdoué. » Non, l'idée, c'est l'idée d'une avancée collective. Une avancée collective. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'aider de personnes qui, sur certains points, parce que les zones d'enfermement varient aussi. Hein, ça dépend de ce que l'on touche. Hein, il peut y avoir des enfermements idéologiques, des enfermements affectifs, des enfermements, etc. Ça dépend de ce qu'on touche. Certains peuvent être, par exemple, très brillants sur le plan intellectuel, et puis avoir déjà remis en question plein de choses, etc. Et puis, si on touche le problème de la spiritualité, ils vont être dans des enfermements complètement fous, hein, au point où on ne pourra rien dire sur la dimension spirituelle de la vie. Ça sera un blindage total. Hein, et pourtant, ce sont des gens extrêmement cultivés. Bon, donc, on a les enfermements qu'on peut compter. Hein. Chacun a ses propres enfermements, c'est ce que je veux dire. Et donc, dans un groupe, l'intelligence du formateur, c'est de saisir la constellation des enfermements les uns et des autres, y compris des siennes, ses propres enfermements. Et puis s'appuyer sur le plus bas niveau, dans le fond, de développement. C'est-à-dire le seuil d'acceptation d'un changement. Le seuil d'acceptation d'un type de questionnement. Parce qu'il faut poser des questions, c'est ça le propre de l'éducateur, mais il ne faut pas poser des questions qui conduisent à des éclatements. Ça ne sert à rien de poser des questions qui conduisent à des éclatements. Car on n'est pas là pour détruire le groupe. Un éducateur n'est pas là pour détruire le groupe. Il est là pour que le groupe se développe, se transforme et aille vers plus d'ouverture. Parce qu'effectivement, là, c'est dans l'optique d'un groupe, finalement, dans l'optique d'une collectivité. Mais les individus qui font partie de ce groupe, effectivement, on ne va pas toucher au groupe, on ne va pas le détruire, on va essayer de le porter comme ça. Mais je parlais tout à l'heure d'élitisme, etc. Mais admettons qu'il y ait des individus qui aient avancé effectivement avec eux-mêmes, etc. Moi, personnellement, ça me pose question sur la constitution d'un groupe, sur pourquoi on met des individus ensemble et comment est-ce qu'on peut... Enfin, moi, je ne suis pas satisfaite avec cette réponse. En tant que formateur, j'ai pas de réponse. Moi, je vous répondrais que la vie, c'est l'hétérogénéité. La vie, c'est pas l'homogène. L'homogène est le propre de la mort. Voilà. Donc, il y a forcément des gens hétérogènes dans un groupe parce que le groupe est vivant, tout simplement. Donc, il faut faire avec ce groupe. Et on peut complètement légitimer la position que je tiens de dire, partant du plus bas niveau d'acceptation, de changement, et parce qu'on se dit à ce moment-là, la personne qui a été plus loin, bien peut-être que dans l'épreuve qu'elle aura à faire du surplace, entre guillemets, ça ne fait jamais de surplace, ça n'existe pas, hein, c'est une fausse image, hein. Elle va pouvoir se confronter à ce qu'elle est réellement, y compris dans son impatience à aller plus loin et plus vite. J'en ai fait plusieurs fois l'épreuve de ça, et par exemple dans un de mes groupes à la fac, un groupe sur Krishnamurti, les gens travaillent vraiment dans des sous-groupes en profondeur sur l'approche de Krishnamurti. J'avais repéré un groupe qui était vraiment mature, hein, qui avait été assez loin, parce que moi je passe d'un groupe à l'autre, donc j'entends ce qui se dit, je vois un petit peu où en est chaque groupe. J'ai repéré un groupe qui était fait d'ailleurs de gens assez costauds, etc. Et un jour arrive dans ma salle une fille avec un accompagnateur apparemment. Mais bon, la fille, une jeune femme, tenait un discours quasiment délirant. Quasiment.
et a dit bon, est-ce que je peux venir? Alors, le MUV était commencé depuis je ne sais pas combien de temps, les groupes étaient faits déjà depuis longtemps, travaillaient ensemble depuis longtemps, avaient prévu ce qu'ils allaient faire, parce que quand même, je leur demande à la fin du MUV de faire un exposé et tout ça. Et donc ils avaient tout prévu, elle arrive, comme ça, elle débarque là-dedans. Et alors je dis bon, bah oui. Et je dis, bon maintenant, si ce groupe-là vous accepte, allez dans ce groupe-là. Je donne le groupe en question. J'avais vu que ce groupe-là était un groupe fort, hein, du point de vue, je dirais, de Krishnamurti. Hein. C'est-à-dire du point de vue de la compréhension de ce que Krishnamurti pose comme question, comme il pose des questions radicales. Je m'étais dit, bon, ils vont faire l'épreuve. L'épreuve de quoi? L'épreuve de la différence radicale, hein, l'épreuve de la folie, d'une certaine façon, etc. Et je me dis, elle est allée, et ça a provoqué dans le groupe en question un véritable séisme. Un véritable, c'est des questionnements pas possibles, vraiment des choses qui allaient très très loin chez certaines personnes. Sur 4 personnes, il y en a 3 qui n'en voulaient pas, une qui l'acceptait totalement. La personne qui l'acceptait, les autres étaient plus ou moins psy, etc. Celui qui l'acceptait, c'était un peintre, enfin un sculpteur. C'était un artiste, en fait, qui l'acceptait. Et les autres disaient non, etc. Puis en même temps, après, réfléchissaient, surtout que certains avaient été très très loin dans le Krishnamurti. D'un seul coup, ça leur a provoqué un séisme interne, vraiment, qui était lié aussi à leur histoire et tout ça. Et à tel point que ça les a perturbés, mais même physiquement. Il y en a qui sont tombés malades, tout ça, hein, par la réaction qu'ils ont eue. Donc c'est pour illustrer simplement le fait que, on peut dire, certains sont à un plus haut niveau, mais tout ça c'est relatif. Ça dépend de l'événement, ça dépend de ce qui se passe. Dans le fond, on n'en sait jamais rien du niveau où on est réellement, je dirais, de maturation ontologique. Hein, ce n'est que l'épreuve de réalité qui vous dit quelque chose, qui vous fait voir où vous en êtes. Et l'épreuve ultime, c'est l'épreuve de votre propre mort. C'est ça l'épreuve ultime. Je vais en dire ce que tu viens de développer, c'est très intéressant. Et en même temps, moi je me pose la question de savoir, sur ces gens, sur ces personnes qui étaient, soi-disant, assez avancées, etc., dans le monde de Krishnamurti, qu'est-ce que ça leur a apporté, finalement, réellement, dans leur cheminement, d'être confrontés à cette jeune femme? Est-ce que c'est un plus, réellement? C'est évident. Ça a été très, 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 très important dans le groupe. Et pour la personne qui a été le plus perturbée, c'était pour elle essentiel. Ça a été un insight. Monsieur. Moi, si ça sera une réponse complètement satisfaisante. Moi, je crois le postulat au départ, et pour lequel je me bats, y compris dans mon organisation, parce que c'est souvent une demande qu'on a, qui est formez-nous des collectifs ou formez-nous des groupes. Je dis, moi je ne sais pas faire. Ça ne sera pas moi, je ne sais pas faire. Former un groupe, je ne sais pas faire. Former des individus qui composent un collectif, des personnes qui composent un groupe, je commence à savoir un peu. Mais former un groupe ou former un collectif, je ne sais pas faire. Et si j'ai cette position de départ, ça veut dire que je vais avoir à gérer des personnes hétérogènes, qui ont toute leur propre histoire, leurs acquis, leur parcours professionnel, leur connaissance du sujet à traiter, leur représentation. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein. Mais je crois que ça fait partie du cœur du métier, ça. Francis pourrait y avoir participé, quand on a nos formations à recrutement national, on essaye de composer les groupes en fonction de il y a un tel syndicat, on le connaît, qui le connaît, etc., en essayant d'équilibrer nos groupes, etc. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Parce qu'ils arrivent tous sur le sujet. Alors on pourrait se dire, ben, effectivement, parce que c'est sur le territoire national, c'est très hétérogène, etc. Mais quand on le fait au niveau local, même combat. Et on gère des individus hétérogènes pour leur propre histoire. Ce n'est pas une réponse satisfaisante, je peux en convenir, mais je crois que ça fait partie de l'essence du métier, je crois aussi. D'avoir à gérer des individus hétérogènes avec leur histoire, comme on l'a tous là autour de cette table. Je crois que l'hétérogénéité, ce n'est pas quelque chose d'effrayant en soi.
c'est aussi porteur d'une grande richesse, cette hétérogénéité. À partir du moment où on est tout, à ce moment-là. Ou alors on risque de tomber dans une espèce de fantasme d'avoir un groupe qui serait formé que de clones, formés. On pourrait imaginer ça, par exemple. Mais ça serait tout aussi effrayant, même sinon davantage, que l'hétérogénéité la plus maximale que l'on puisse imaginer. Je pense que l'hétérogénéité dans l'acte éducatif et dans l'acte de formation lui-même est inévitable. Par contre, il faut apprendre effectivement à le gérer, à le gérer au milieu, dans l'équilibre, comme ça a été dit. Et il n'y a pas à proprement parler de recettes. Et de ce côté, c'est vrai que la perspective de la pédagogie différenciée de Peretti, qu'a évoqué de Peretti souvent, pour lutter contre l'identique, contre le clonage de l'éducation, c'est une nécessité de base. Mais dans les structures dans lesquelles on vit, comme l'a dit Arduino ce matin, qui répondait à Peretti à sa façon, c'est pas possible. C'est difficilement possible. Par contre, que l'on travaille au sein du groupe pour gérer au mieux cette hétérogénéité, pour soulager en quelque sorte la souffrance du malaise de la personne qui est dans cet entre-deux, dans cette zone encore indécidée, du passage vers un ailleurs, bien sûr, là, à ce moment-là, le formateur a un rôle extrêmement important à jouer, s'il le peut, s'il en a le temps. Il faut aussi faire la différence entre les groupes éphémères, les groupes qui évoquaient ça ce matin, je ne sais pas si d'une matinée avec... Effectivement, là, on a une marge de manœuvre sur le plan pédagogique qui est extrêmement limitée par rapport à un groupe qui sait comme le nôtre, où on va vivre ensemble durant une longue période. Mais effectivement, la capacité formatrice, l'écoute, va pouvoir jouer véritablement. Mais en soi, l'hétérogénéité, non seulement elle est inévitable, incontournable, moi je pense même qu'elle est nécessaire dans un but d'enrichissement mutuel. Je voulais vous dire aussi que pour moi, c'est personnel, mais je ne pense pas que dans une formation, il n'y ait que le formateur qui fasse un passage de sens ou qui soit accompagnant. Et c'est pour ça que l'hétérogénéité pour moi est importante, c'est que chacun dans un groupe est également une aide à l'autre. Et que c'est parce que justement il est différent qu'il apporte autre chose. Et s'il y avait l'osmose complète dans un groupe, peut-être que le formateur serait seul, vraiment comme passeur de sens. Et là, moi, ça me poserait un problème. Vu l'heure, je crois qu'on va arrêter là les incidents. Il veut qu'on arrête. Il y avait encore des autres. Il veut qu'on arrête. Une petite pause. C'est une question de temps. T'en as encore une autre? Non? Quelqu'un de une dernière? Non? Manu, tu avais une question, je suis sûr. Non, moi je veux juste faire une métaphore. Par rapport aux stagiaires de différents niveaux, c'est-à-dire l'hétérogénéité dans le groupe de stage et autres. Par rapport aux formateurs, je veux dire seulement c'est comme une file indienne de femmes qui partent à la rivière pour puiser de l'eau. Et chacun sur sa tête un récipient. Bon, des récipients de différentes mesures qui n'ont pas tous la même mesure. C'est-à-dire que chaque récipient ne peut puiser des rivières que ce qu'il peut contenir. Donc par rapport au formateur, il n'y a que ça. Le stagiaire qu'on regarde en baissant les yeux, je veux dire qu'on traite de niveau assez bas. Et le stagiaire d'un autre niveau, assez haut ou je ne sais pas moi. Chacun d'eux va comprendre ce qui est à la mesure de ses capacités. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Quand on part chercher, chacun ne peut rapporter que ce qui est de ses possibilités. Voilà. La plus belle femme de te donner que je Si on est sur les métaphores, je vais en citer une qui vient de Michel Serres, mais qui vient aussi de Walt Disney. On va parler de cinéma souvent. On va rajouter l'histoire de Blanche-Neige que cite Michel Serres.
effectivement, Blanche-Neige se perd dans la forêt, hein, et elle rencontre une bande de nains, comme ça, qui sont âgés du plus jeune âge jusqu'au plus vieux, qui ont différentes tailles, différentes professions, l'hétérogénéité la plus totale. Et cette Blanche-Neige, à leur contact, va devenir un peu à la fois chacun de ces nains, à la fois enfant et adulte elle-même, jeune fille et femme et mère, etc. L'hétérogénéité, c'est ça aussi, ça rejoint une forme de complétude, parce qu'on arrive à la comprendre, à l'amadouer. C'est peu ça. Dans les trois nains au Nifat Paris. Qui s'est mangé. C'est exactement la question. Par rapport à ce que disait Mamadou sur le contenant, chacun va contenir ce qu'il est capable, en tout cas il est en mesure de contenir à un moment donné. Moi, ma question, c'est plus par rapport à comment, en tant que formateur, je m'ajuste à ça. Comment est-ce que je suis OK sur l'hétérogénéité qui fait partie de la vie, du monde, etc. Mais comment est-ce que je vais m'ajuster dans mon appréhension de l'autre? C'est-à-dire que je vais avoir quelqu'un dont je décèle qu'il peut contenir telle chose, l'autre telle autre chose. Comment est-ce que je vais jouer avec ça? Donc, j'ai bien entendu la proposition de René qui est de partir du plus bas niveau pour que... Le bas niveau, ça s'appelle le sens commun. Le sens commun, bon, on prend ça le sens commun. Et donc voilà, c'est autour de ça que moi je me pose des questions. Moi j'ai une petite expérience dans la formation. Dans mon groupe de stagiaires, j'en avais même des gens qui avaient des assez quand même élevés, des bacheliers même. Ce que je faisais, c'était de la remise à niveau. Mais en même temps aussi, je faisais, c'était presque aussi de l'alphabétisation. Bien entendu, je ne peux pas leur parler sur en même temps. Ce que comprenait le bachelier, ce n'était pas aussi valable que le jeune qui fait l'alpha. Ce n'est pas la même chose. Donc, chacun, il faut lui parler à la mesure de son entendement. C'est ce que j'aime. Peut-être tenter de donner des niveaux aux gens. Moi, je pense que les personnes sont susceptibles d'accéder à des choses, simplement s'il y a de la motivation, du plaisir, s'il y a un petit peu, je sais pas, je parlais de MacGyver dire que je vaut mieux quelque part un MacGyver qu'un Robocop, quoi. Donc c'est une image qui est un petit peu... Si on prend nos stagiaires... Je connais pas en tant que je pense qu'il y a une progression possible, c'est un principe de réalité qu'il faut que tu apprécies. Mais ce qui se passe au moment... Ça n'empêche pas de penser qu'il y a une évolution possible, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer, tu ne peux pas parler le même langage à quelqu'un qui n'a pas acquis ce minimum de langage. C'est ce qu'il disait ce matin, M. Laurent. Hein. Je ne sais pas, moi j'étais surpris en entreprise des personnes qui ont travaillé, que j'ai vu travailler, qui étaient censées, entre guillemets, avoir très peu de compétences, enfin, très peu de qualifications, très peu d'éducation, et qui m'ont surpris. Vraiment, j'en suis encore surpris, quoi, entre guillemets, hein, parce qu'ils avaient une faculté, une acuité pour pouvoir développer, enfin travailler dans l'urgence, avoir le sens de l'analyse hyper rapidement, s'adapter à n'importe quel type de situation, que quelque part en réfléchissant, en raisonnant, les choses ne se faisaient pas aussi facilement, quoi. Donc là, ça a remis en question un petit peu ma vision par rapport aux gens, s'ils sont à un niveau supérieur ou inférieur ou pas, quoi. Ça, maintenant j'en doute, quoi. C'est pas le niveau d'études qui fait forcément la base du sens commun. C'est pas du tout ça. Ça dépend de ce qu'on cherche dans un groupe, ce qu'on veut faire, etc., quel type de transformation, quel niveau de réalité aussi on veut toucher. Donc là aussi, ça dépend du formateur. Pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait avec les gens, qu'est-ce qu'il veut transformer, qu'est-ce qu'il veut toucher. C'est vrai que si je veux, je sais pas, former marxisme contemporain et que je vais
comme formateur dans un groupe de Le Pen, je pense que le sens commun sera très bas à cette question-là. Peut-être que je trouverai personne vraiment pour s'y intéresser, pour avoir le minimum de motivation, si ce n'est une anti-motivation. Bon. Donc, il faut savoir aussi où on met les pieds, qu'est-ce qu'on fait, et surtout saisir rapidement quel est ce sens commun. Mais s'il s'agit par exemple de réfléchir sur, je sais pas, sur les questions de l'écoute des mourants, par exemple. On peut se trouver dans un groupe, quel que soit le niveau d'études, les gens peuvent être extrêmement docteurs en droit, et avoir un niveau zéro, l'écoute des mourants, je veux dire, de capacité intuitive, comprendre, etc., ce que ça peut vouloir dire, ce que ça peut vouloir, comment faire, etc., ce que ça veut dire pour soi-même, et puis d'autres personnes qui n'ont pas du tout un niveau intellectuel reconnu sur le plan universitaire, peuvent avoir une très grande écoute de cela. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas, là aussi, il n'y a pas de point de repère facile. Le formateur doit s'y repérer en situation et en fonction de son projet, de ce dont il veut, ce qu'il veut faire travailler dans ce décloisonnement, on va dire des habitus, ce qu'on parlait en sociologie. Petit exemple que je prends délibérément hors de France. C'est une autre partie de mon activité, c'est international. Formation de syndicalistes roumains à la pratique de la négociation. Le syndicalisme des gestes a cette particularité de couvrir tous les travailleurs de la société. Donc, dans le groupe que j'avais, des médecins, des infirmiers, des agents de salle. Quand on travaille sur un groupe, le plus bas niveau de changement, le sens commun sur la négociation, les plus pertinents là-dessus, c'est pas les médecins. Puisque eux, ils ont droit à tout. D'accord? Et c'est donc bien, pas du tout un problème de niveau, ni d'études, ni de qualification, ni d'études. C'est bien sur les niveaux de compréhension du problème, d'approche du problème. Et ça, c'est frappant. Il a fallu en fait reconstruire à partir des médecins la représentation du groupe sur la négociation pour arriver à construire quelque chose. Parce que le système fait que tout le monde est au service des médecins, donc il n'y a rien à négocier. Donc c'est vrai que essayons de ne pas s'arrêter à ce problème de. Je prends toujours ce problème de niveau, parce que c'est toujours un peu connoté quand même dans ce pays. Et effectivement, c'est bien sur le mode de compréhension quel est le sens commun, le plus commun au groupe qui permet de retravailler. On parle de conscience possible, une notion de conscience possible par rapport à ça. Je crois que c'est une notion assez montée sur la solution des sciences politiques, mais sous l'angle de la formation, on peut reprendre cette idée de conscience possible dans un groupe. Quel est le niveau de conscience possible dans un groupe? Donc, pour reprendre mon exemple, ce groupe qui avait compris Krishnamurti et qui s'est trouvé complètement démembré, déboussolé lorsqu'un événement est arrivé et qu'il a mis face à une réalité difficilement gérable, eh bien la seule personne, à mon avis, qui avait un degré supérieur de conscience possible, c'était pas les psychologues qui étaient là, professionnels. C'était l'artiste, c'était le sculpteur qui avait, par rapport, disons, à la référence qui était la compréhension de Krishnamurti, c'était lui qui avait le degré supérieur de conscience par rapport à Krishnamurti. Dans la façon qu'il a eu d'accepter justement l'inconnu. D'accepter l'inconnu. C'est lui, et pas les psychologues qui étaient là, professionnels. Moi, je pense qu'on va arrêter là maintenant. Et je vais passer la parole à Christian, qui va nous parler du fond et de la forme. Oui. Alors,
Alors, je sais pas, on arrive peut-être un peu dans la période, dans la dernière phase, vraiment un petit peu de ces 2 jours, hein, une phase non pas conclusive. Enfin là, on essaie de se poser un petit peu la question de ce que l'on a fait ensemble, de la question de l'organisation, de la préparation, puis aussi simplement des grands axes qui ont été dégagés. Voilà. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps parce que je vais laisser du temps à René, surtout pour parler après de tout cela. Non, prends ton temps parce que René, ça va être la critique après. Pardon, je vois. Comment j'ai dit, le désenfermement, la déstructuration. Bon, alors, si je dois, donc, c'est implicite plus ou moins m'abstenir de critique, je peux m'abstenir d'autocritique. Hein. Oui, parce que dans ces 2 jours, j'étais là, je me trouve un petit peu en situation de juge, j'aime pas le terme, mais enfin, essayer de porter un regard sur ces journées, et puis en même temps de parti aussi. J'ai parti, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, je me suis placé en tant que candide durant ces 2 jours, en tant que candide, alors je n'y tenais pas, ou l'observateur, surtout l'observateur, alors j'y tenais pas trop, bon, tu m'as donné ce rôle, j'ai essayé de le jouer. Hein. Alors, cependant, avant de jouer ce rôle durant ces 2 jours, j'ai quand même essayé de répondre, hein, pour vous resituer un peu la situation, de répondre à la demande du groupe qui m'a été faite quelquefois. Alors, j'ai essayé de donner mon avis sur l'organisation, mais en essayant de ne pas trop influencer, ce qui allait être fait. J'ai essayé d'avoir un petit peu le comportement du colibri, disons, de Peretti, avancer un peu une idée, et puis reculer un peu, mais surtout vous laisser la plus grande latitude d'action possible. Hein. Alors, donc il est évident que si j'avais organisé moi-même cette table ronde, je pense qu'elle n'aurait pas été exactement ce qu'elle a été, hein, à la fois dans sa préparation, dans les invitations, dans l'animation, bien évidemment. Hein, il y a une question de sensibilité, une question de parcours universitaire aussi qui fait que, inévitablement, ça aurait été différent. Puis de connaissance du BUFA aussi. Je suis un ancien bufiste, bien évidemment. Bon, mais quoi qu'il en soit, je ne cherche pas à dégager mes responsabilités. Hein, voilà, j'assume aussi bien dans ce que vous jugerez comme une réussite, comme demi-réussite. Voilà, un échec. Voilà, alors je vous donne en 2 temps un peu là mon impression. On a une analyse transactionnelle, ça s'appelle oui, mais quand même. Voilà, en 2 temps, je vais vous donner mon impression générale sur les 2 jours, et puis ensuite quelques considérations, si j'ai le temps, sur le contenu quand même. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées le premier jour, auxquelles j'aurais bien aimé répondre aussi, mais bon, je ne l'ai pas fait. J'essaierai peut-être là très rapidement. Alors, pour la préparation, déjà, la préparation de la journée, moi je pense que l'équipe qui a été constituée, elle a travaillé sérieusement, avec conscience, dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans la peur, et je reprends la peur parce que c'est toi qui l'as dit autrefois, durant l'intervention avec Peretti. Alors tout ça, bien sûr, pour diverses raisons, qui ne fait que mieux refléter qu'il est difficile de travailler en équipe. C'est difficile de travailler en équipe, ça ne va pas toujours comme on l'a imaginé au départ. De par la constitution de l'équipe, et puis ensuite le travail lui-même en équipe. Alors ça ne va jamais de soi, effectivement. Et puis le formateur, par la suite, c'est souvent quelqu'un qui va être amené à travailler au sein d'une équipe. Et donc là aussi, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, qui sont souvent mal maîtrisés, qu'on a du mal à maîtriser parce que c'est ainsi. Alors donc, moi je pense que cette préparation, c'était un apprentissage. C'était le but aussi d'organiser une journée tout gérée, c'est aussi le but d'apprendre le groupe à monter une journée d'animation. Je pense que c'est très précieux, même lorsque l'on a du mal à le faire. Alors, ce que j'ai noté ensuite, c'est que ces 2 jours, bon, vous l'avez remarqué, on a eu la chance d'inviter des intervenants de grande qualité. Il n'y a pas d'intervenants de mauvaise qualité en soi, mais vraiment des gens qui avaient un charisme puissant,
hein, et d'autre part qui sont comme de Peretti, même à Grenoble, de renommée internationale. Hein. Déjà, comment? Non, mais oui, carrément, oui, de Peretti, c'est un personnage qui est connu internationalement. Arvano est traduit au Japon, bon, c'est souvent cité, donc c'est pas n'importe quel intervenant qu'on a eu là. Hein. Alors, bien sûr, les autres aussi ont une importance. Les communicants. Quand on a la chance d'avoir des intervenants de grande qualité, hein, c'est aussi un gage, en quelque sorte, de réussite, hein, qui est donné à l'avance. Alors, je veux dire que ça aussi, ça a beaucoup de valeur, et qui dit valeur dit coût aussi quelque part. Et ça coûte. Ça coûte. Hein. Et il n'est pas dit que lorsque ensuite on sera formateur, que l'on dispose toujours des moyens qui nous permettent d'inviter des personnalités avec un charisme aussi fort, hein, porteur, tu vois, de toute une problématique, de toute une réflexion sur la formation extrêmement riche. Hein. Donc c'était un atout pour ces journées, mais il faut voir aussi que ce n'est pas toujours réalisable, hein, et que, ne serait-ce aussi que pour les questions de disponibilité, on n'a pas toujours la main aussi heureuse, hein, pour différentes raisons. Alors, une table ronde, bien sûr, c'est les coups de téléphone à donner, c'est contacter un tel, savoir faire correspondre les agendas, mais c'est aussi une préparation sur le fond, hein, c'est aussi une préparation quant au contenu. Hein, ça demande un gros travail de documentation, à moins évidemment qu'on soit un spécialiste du domaine, en quel cas, mais quand on n'y connaît pas grand-chose a priori, il y a un gros travail de documentation, d'auto-formation, hein, quasiment sur le sujet, pour taper juste dans les invitations qui seront les plus judicieuses, bien évidemment. Hein. Si on a voulu faire une journée sur le directivisme, il est possible qu'on n'ait pas invité de Peretti, par exemple. Hein, à moins qu'on prenne, effectivement, l'attitude du contre-jour. Mais en tout cas, bon, ces invitations, il faut judicieusement les choisir, ce qui demande quand même une connaissance du champ et des protagonistes qui travaillent dans ce champ-là. Alors ainsi, d'ailleurs, j'ai noté qu'il était possible, par exemple, dans l'organisation des journées, d'imaginer justement des points de vue contradictoires. On s'est aperçu d'une espèce d'unanimisme le premier jour autour des notions développées par De Peretti. Il coulait de source que le non-directivisme, la non-directivité, pardon, le courant rogérien, ça allait de soi. Hein. Je ne porte pas un jugement ou contre, mais on n'a pas senti qu'il y avait une contradiction. Il y aurait eu Ardoiseau le même jour, ça n'aurait peut-être pas été. Mais je reste sur le premier jour. Il est évident aussi que là, dans le choix des invités, c'est important, parfois, lorsqu'on veut dynamiser un petit peu le débat, dans le sens contradictoire, d'aller pêcher aussi la personnalité qui sera capable d'apporter la contradiction. Hein. Et on sait qu'apporter la contradiction à Ardoiseau, c'est pas forcément facile. C'est peut-être plus simple avec De Peretti qu'avec. Alors, il faut aussi avoir vraiment beaucoup de discernement, hein, dans le choix des invités. Alors, parce que bien préparer sur le fond une table ronde, hein, je crois que c'est se donner la possibilité, durant l'animation, alors in vivo, hein, cette fois, de dialectiser le débat, hein, c'est-à-dire de l'empêcher de se contenter d'une sorte de ronron, d'une forme consensuelle, hein, qui va de soi avec certaines animations. C'est se ménager à l'avance cette possibilité de donner une dynamique, hein, afin d'envisager le thème que l'on développe sous ces différents aspects, hein, tous les antagonismes possibles. Bon, alors j'essaie d'avancer maintenant sur l'animation elle-même. Hein. Alors, durant la première journée, on va d'abord rappeler qu'une table ronde, il y a un flou un petit peu autour du concept de table ronde. Qu'est-ce que ça signifie, table ronde? C'est pas toujours simple à définir. Bon, moi j'ai donné cette définition, c'est une prise de parole successive sans ordre de préséance, en quelque sorte. Hein. Sans ordre de préséance, mais on peut remarquer tout de même qu'il y a quand même un ordre qui a été établi durant la première matinée. Hein, on en a discuté d'ailleurs. Oui, le vendredi. Fallait-il donner la parole à un tel plutôt qu'à un tel en premier? Là était en question la gestion du temps. Hein. Alors il faut faire attention justement sur ce registre à la disproportionnalité éventuelle
à une disproportion éventuelle entre les différentes personnalités. Effectivement, quand on s'est posé la question, par téléphone ou quand on a déjeuné ensemble, je ne sais plus, quand tu m'as dit on va commencer par les parcours de vie, sans aucune discrimination, un âge très très respectable pour de Peretti, avec un parcours étonnant. Le parcours de vie, là, il y en a pour un moment. Pour un moment, c'est évident. Alors donc, tu m'as dit on le met en troisième. Oui, alors donc ça aussi, ça a une importance. Ça a une certaine importance de savoir que de Peretti, on ne peut pas faire autrement non plus à un certain moment que de le laisser parler. Difficile de couper de Peretti quand même. Ça devrait être possible, mais c'est pas simple parce que au-delà de la simple forme de politesse, il y a aussi un parcours qui est tellement édifiant qu'on a envie d'en savoir plus. Donc il faut aussi savoir stratégiquement placer une table ronde les différents tours de présentation. Par contre, c'est important quand même, lorsqu'on prend cette tactique qui m'a semblé, d'essayer d'imaginer comment on peut rentrer ensuite immédiatement, directement, de plein pied, dans le thème de la journée, pédagogie des adultes. Et d'ailleurs, on peut se demander si l'entrée après la pause par la militance serait une bonne entrée, directement en matière de pédagogie des adultes. Sur le coup, effectivement, ça semblait assez judicieux parce que le terme militance était revenu souvent chez toi, bien sûr, mais chez De Peretti. D'ailleurs, il commençait carrément son exposé en disant voilà, moi je suis militant, moi j'ai des rapports avec le monde ouvrier, etc. Et je suis militant. Donc ça paraissait une entrée possible. Mais est-ce que c'était la plus judicieuse? J'en ai pas la certitude. Le débat est ouvert de ce côté-là. En tout cas, ça montre aussi toute la dose d'improvisation qui va être nécessaire à l'animateur d'une table ronde, il me semble. D'ailleurs, l'improvisation, on l'avait arrivé tout de suite lors du tour de présentation, puisque René était là. Et René, tu l'as placé en tant que... Il s'est laissé placer en tant qu'intervenant à la table ronde elle-même. Ce qui, déjà là, a posé ce point de vue d'improvisation un déséquilibre dans le temps, parce que ce n'était pas véritablement prévu au départ. Mais ça, c'est très bien. Et ça, c'est très bien, parce qu'il peut se passer dans la gestion du temps le phénomène inverse. C'est-à-dire un intervenant très attendu ne vient pas. Donc, là aussi, improvisation. Mais là, on voit toute l'importance de la préparation préalable, quant au contenu. Parce que là, il va s'agir d'aiguiller tout de suite ensuite, en fonction de la présence supplémentaire ou de l'absence. Donc, extrêmement important. Parce qu'en fait, s'il n'a pas une liste de questions toute prête à l'avance, l'animateur va s'en sortir par son sens de la synthèse de ce qui a été dit, aussi à son intuition, pour juger du maximum qu'il peut tirer de la question qu'il va poser. Alors, c'est un exercice difficile que celui d'animation que vous avez fait, et les risques de se tromper, bien évidemment, sont très très importants. À se tromper, bon, le Peretti, c'est pas très grave, parce qu'il va toujours se rattraper à quelque chose, il va nous sortir de l'ornière lui-même. En quelque sorte, il va sortir la table ronde de l'ornière, il va savoir, même en présentant son propre parcours, sa genèse, il fait de la pédagogie des adultes. Il explique en quelque sorte déjà ce qu'est la genèse de la pédagogie des adultes en France. Donc il tire une épine du pied en quelque sorte. Mais en tout cas, bon, l'aléa de l'impro, c'est difficile à éviter. Alors j'ai noté que le débat avec les Dufist, il commence à 12h30, on est toujours vendredi. Il commence à 12h30 sur les valeurs, sur l'accueil, sur l'acceptation. C'est les questions qui ont été posées dans l'ordre. Et tout se termine finalement dans cette matinée sur l'ouverture aux questions du groupe. Et ça, il a semblé que ça équilibrait assez bien la matinée, avec des monologues assez longs, pour une dynamisation de la matinée, c'était bien. D'autre part, quand on a repris, il y a eu une synthèse de... Tu es là, ouais. Et ça aussi, je trouvais que c'était bien vu. On a essayé de recentrer un petit peu les esprits sur ce qui avait été dit en matinée. Et l'après-midi, alors, ça fut principalement d'abord du jeu questions-réponses entre nous et puis les intervenants. Mais alors là, il s'est passé quelque chose de curieux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le phénomène marquant de l'après-midi du temps de l'animation, ça a été quoi? C'était qu'à un moment, oui, tu sais.
Enfin, à mon sens, hein, il y en a plein d'autres. Ouais. Non, c'est qu'à un moment, c'est Chaumet. Il a demandé notre expérience voilà, sur la peur. Qui a animé la table ronde. C'est Chaumet qui, à un moment, à partir de la peur, justement, a renvoyé les questions et il a continué après. Alors, c'est pas véridique, mais le fait là, c'est comme s'il y avait eu une dépossession de l'animation. Alors, ça peut être dû à la fatigue, c'est difficile. Alors, moi, je dis ça simplement pour souligner que c'est difficile d'animer une table ronde pour un formateur. Parce que toute la journée, on est assis, il y a une fatigue physique très, très forte. Et une fatigue intellectuelle énorme également, toute la journée. Mais alors, du coup, on risque effectivement de se faire avoir par la table ronde, en quelque sorte, si on l'a fortement structurée à l'avance. L'option de ne pas trop la structurer, ça peut en être une autre. Mais si on a décidé de la laisser, de la structurer véritablement, là, il y a un problème, si on se laisse déposséder de l'animation. Alors voilà ce que j'aurais à peu près à dire sur la première journée. Parce que bon, à un moment, on est toujours amené à naviguer à vue, je crois, lorsqu'il se passe des événements comme ça dans une animation. Ça peut être un choix aussi de naviguer à vue en essayant une spontanisation du propos et de la réflexion commune. Mais je dirais que c'est comme un peu sur le Titanic, naviguer à vue, il faut faire attention aux icebergs éventuels, qui peuvent couler la table ronde aussi, ça peut arriver. Bon alors, sur l'animation toujours, la deuxième journée, alors là les souvenirs sont beaucoup plus frais, puisque ça vous concerne encore maintenant. Comment ? Oui, je suis un peu long. Alors, en matinée, effectivement, là, j'ai trouvé que ce matin, il y avait une table ronde, comment dire, qui a marché un petit peu toute seule. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on a commencé peut-être un peu tard. On s'est posé la question de savoir, déjà, Arnaud est arrivé un peu tard, etc., pour des raisons diverses. À un moment, il s'agit de savoir, on commence ou pas? Parce qu'il nous reste 2 heures, en fait. Les embouteillages, vous savez. Mais je pense que la réflexion d'Arnaud était juste, même si c'est le ministre qui est là, qui est invité et qui n'est pas à l'heure, on commence. Voilà, ça c'est très juste. Alors, on s'est senti un peu contraint par le temps ce matin. Ça a été très vite. Je pense que par exemple, Arnaud n'a pas eu suffisamment de temps pour dire ce qu'il avait à dire sur la pédagogie des amis et sur l'intervention. D'ailleurs, il a un petit peu squeezé l'intervention, malgré tout, alors qu'il avait normalement planché sur le sujet pour la journée. Donc là, il y a eu un petit dysfonctionnement qui n'a peut-être pas permis à la table ronde de donner tout ce qu'elle aurait pu, donner. Par contre, c'est une table qui a tourné tout seul, on a réussi à faire tourner les tables. Elle a tourné tout seul parce qu'il y a aussi ce tempérament d'Arguenot qui n'est pas celui de Doteretti. Là aussi, il faut être judicieux. Il était certain qu'avec une personnalité comme Arguenot mise en face à quelqu'un qui travaille dans le domaine du pénitentiaire, quelle que soit la valeur de son travail, ça ne pouvait qu'interpeller. Et il y a eu interpellation, effectivement, entre les deux, sur le terrain. Et là, pour le coup, on a eu une vraie dynamique de table ronde, si je peux dire qu'elle a fonctionné. Mais avec le regret que c'était un peu ramassé, tu vois, sur le temps. Tu voulais dire quelque chose? Non, excuse-moi. Voilà. Bon, d'ailleurs, à la fin de cette journée, d'ailleurs, il y a la parole qui devait continuer de tourner, mais c'est René lui-même qui a dit non, je parlerai cet après-midi, parce que là, on voit bien qu'il y avait conscience qu'on était un petit peu contraint. Bon, mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, aussi, de ce qu'est l'animation et de son organisation. Alors, j'avais prévu de vous dire quelque chose en termes de conclusion. Moi, je m'étais dit que l'animation d'une table ronde, c'est aussi de savoir exploiter les moments les plus favorables qui peuvent survenir dans les différentes journées. Par exemple, on a vu à certaines questions, j'ai eu le sentiment vendredi, malgré toute la qualité des intervenants, que parfois il y avait un léger flottement. Dans les réponses. Et ce flottement, il avait lieu particulièrement, il m'a semblé, pour connaître un petit peu de Peretti, qu'il arrivait justement quand la personne n'était plus tout à fait dans sa recette habituelle. Quand la question la mettait un petit peu en porte-à-faux. Et là, c'était drôlement intéressant parce que
on avait l'impression que les intervenants se mettaient à réfléchir en direct. Hein, vous voyez, comme s'il n'y avait pas de plaquage, une recette toute faite, hein, qu'on aurait dit 100 fois dans 100 colloques différents. Là, il y avait quelque chose de très intéressant qui se jouait à ce moment-là. Et c'est justement à ce moment-là que l'animateur, je crois, a la possibilité de fouiller, en termes presque de lui faire les poches, hein, l'intervenant, d'en tirer tout ce qu'il a caché dans son expérience et qui peut-être n'a jamais été exprimé auparavant. Peut-être la bonne question hein, qui arrive là et qui va lui permettre d'exprimer ce qu'il n'a jamais exprimé auparavant, mais qu'il a volé de penser, mais qui n'a jamais eu la possibilité de verbaliser hein, ou d'écrire. En fait, là, c'est ces occasions de lui faire dire ce qu'il ne dit pas hein, et d'entendre ce qui demeure inaudible, hein, s'il n'y avait pas cette occasion un petit peu rêvée. En ce sens, la table ronde, c'est aussi une table de travail. Hein, quelque sorte, une table de travail au sens de mise au monde d'un propos qui, sans elle, ne serait pas venu au jour, hein, ne serait pas venu au monde. Alors, donc, quand on sent dans l'animation qu'il y a possibilité d'éviter les discours convenus, hein, les plaquages d'idées sur un thème donné, il faut sauter sur ces notations, hein, évidemment, mais ça nécessite de connaître l'intervenant, déjà un peu, ses écrits, ça nécessite donc, tu vois, un travail de préparation quant au contenu. Hein. Alors moi, j'ai noté qu'il me semblait effectivement que si le maître écrit des livres, et si ces livres, ils peuvent être bien sûr du plus grand intérêt, hein, moi je suis d'accord avec Olivier Reboul, vous savez, le philosophe de l'éducation, quand il écrit que le maître, c'est avant tout celui qui dit ce qui n'est pas dans les livres, ou ce qui n'est pas encore dans les livres. Et dans les tables rondes, parfois, il peut y avoir cette occasion-là, que le maître dise quelque chose qui n'est pas encore dans les livres. Bon, je vais arrêter là, je ne dirai rien sur le contenu, parce que ce sera trop long. Hein, il est déjà 4h10. Si je veux même dire quelque chose, rapidement, on va laisser les notes. Tu as parlé des méthodes tout à l'heure, tu sais, c'est certainement allusion à des stages de pédagogie des adultes, peut-être, hein, où alors là, on va se centrer carrément sur la psychopédagogie, comme on peut le faire au CNAM ou ailleurs. Hein. Bon, alors moi je dirais que si, je suis tout à fait d'accord avec toi, on a vraiment touché, là, je crois, durant ces 2 jours, au sens même de l'éducation et de la pédagogie des adultes, à son ontologie véritable. Vous savez, tout ce qui se joue d'un peu mystérieux, de très sensible dans la relation elle-même. Et je pense qu'on peut vraiment l'éprouver et en tirer bénéfice quand on est formateur, si on a aussi tout un arrière-plan de connaissances, cette fois beaucoup peut-être plus prosaïques, plus banales, peut-être, hein, mais qui sont aussi très utiles hein, pour construire cet arrière-plan qui va nous permettre de mieux entrer, une fois qu'on l'aura tout oublié, une culture c'est quand on a tout oublié, la relation aussi peut-être, une fois donc que l'on a intériorisé tout cela. Mais encore faut-il le faire. Alors je veux dire justement, juste quelques mots des grandes allées de l'éducation des adultes. Moi je sais pas, j'en verrai une qui est la psychologie et puis la psychopédagogie. Bien sûr, avec tout ce qui va tourner autour de termes qui ont été évoqués d'ailleurs, hein. L'assimilation, l'accommodation, tout ce qui nous vient de Piaget, hein. Vous savez, ces processus de développement de l'enfant, mais que certains psychopédagogues prétendent retrouver au niveau de l'adulte. Tout ce qui a été dit au niveau de la motivation, hein, du côté de la théorie de la motivation humaine avec Mutin, etc. Il y a des éléments à tirer là-dedans aussi. Quoi d'autre je pense aux origines du savoir aussi chez l'adulte avec je me sens Jourdan. Quoi d'autre oui, puis avec toute la théorie de la maturescence, elle est partie du processus de maturité, hein, de maturescence avec toute la théorie de l'inachèvement. Moi je trouve que Carétique a peut-être réglé son compte un peu rapidement par un trait d'humour, hein, en disant bon, celui qui l'a énoncé c'était peut-être son auto-analyse, l'inachèvement. Il évoquait là, vous l'avez deviné, certainement c'est Georges Lapassade qui a écrit ce bouquin. Moi je pense que l'inachèvement c'est une théorie intéressante à connaître, hein, parce que tout simplement l'éducation permanente dans laquelle on veut œuvrer en tant qu'époque formateur, elle repose là-dessus, sur ce postulat qu'il y a un achèvement, qu'il y a une éducabilité, effectivement, hein, une maturescence qui n'en finit jamais. Hein. Voilà, alors ça c'est à l'entrée par la psychologie. Alors évidemment, on peut raccorder à ça tout ce qui tourne autour de la psychanalyse, avec l'inconscient du groupe, mais ça vous en avez entendu parler très certainement ici. Deuxième entrée, ça serait la voie par l'histoire. Alors c'était très rapidement évoqué par Don Peretti et par Arduano ce matin. Hein. On a souvent l'impression
l'impression qu'il y a beaucoup d'innovation aujourd'hui dans le domaine de l'éducation des adultes, mais d'un point de vue historique, déjà on avait pensé qu'il y avait une inadaptation du système d'enseignement dans les cours d'adultes au XIXe siècle, par rapport à cette application qu'on faisait sur eux, les adultes, de la pédagogie purement scolaire. Dans les diverses tendances, que ce soit du côté républicain, du côté socialiste, du côté chrétien, catholique ou protestant, on savait déjà que ça ne collait pas d'enseigner à des adultes comme ça. Là, je prends l'enseignement à dessein. Ça ne collait pas. Et déjà, à cette époque-là, on animait des discussions de groupe. Pas partout, et dans certains lieux d'éducation populaire, on le faisait. On animait des discussions de groupe. On utilisait même les lanternes magiques, déjà à l'époque, enseignement par l'aspect. Déjà, on avait ça aussi. Donc, l'histoire aussi, ça permet de nous situer aussi dans un continuum d'innovation, avec des retours en arrière, des avancées, bien sûr, important à connaître. Le troisième point, ce serait celui de la sociologie. Alors, on l'a évoqué très rapidement l'autre jour, à la suite d'une question que j'avais posée en fin de matinée. Bien sûr, le formateur, il est pris dans un rapport social, il est pris dans un champ de forces diverses, et il y a différentes voies pour l'analyser en sociologie. Alors, bien sûr, il y a la sociologie bourdieusienne en termes de violence symbolique, que le formateur, bien malgré lui parfois, de par la structure dans laquelle il est, puis même son action involontaire, va imprimer au groupe qu'il a en face de lui, quelle que soit sa bonne volonté. Alors là, on est dans le rapport de dominé, de dominance, vous voyez tout ce vocabulaire, bien évidemment. Il y a d'autres entrées, du côté de la systémique, par exemple, où là, on va retomber sur ce que disait Benedetti, c'est-à-dire que dans la formation comme ailleurs, il y aura une harmonie du système si chaque élément grandit en même temps. S'il n'y a pas les disharmonies, s'il n'y a pas effectivement déchirure du lien. Il y en aura une autre, c'est l'entrée par, je ne sais pas, par quoi ? Par les stratégies de l'acteur. Le formateur est aussi une personne qui, dans ce système, n'est pas seulement un agent au sens bourdieuien, mais aussi un acteur, au sens de Raymond Goudon, avec l'individualisme méthodologique, par exemple. Donc voilà, avoir aussi conscience que la pédagogie s'inscrit là-dedans. Et puis, en dernier, il y a aussi l'aspect du politique, qui est important à prendre en compte. L'aspect du politique qui fait justement que le formateur fait œuvre de citoyen. Et qu'il œuvre pour une citoyenneté aussi, je pense, en devenir. Là aussi, dans un champ de force, parce que la formation fait partie aussi d'un rapport de production générale qui émane d'un système politique, un champ de production en termes productifs vraiment, et puis aussi un champ de rapports sociaux parfois très tendus. Donc, toutes ces dimensions à prendre en compte. Voilà. Donc, tout ça, c'est des entrées très spécialisées qui nous éloignent peut-être un petit peu du cœur de la formation qu'on essayait d'aller voir, du noyau vraiment de la formation qu'on allait voir. Mais je pense que savoir aussi qu'il y a des entrées pour arriver à ce noyau qui est bon de connaître en arrière-plan. Les derniers points, alors je ne répondrai pas à toutes les questions qui ont été posées durant les 2 jours, bon, j'aurais bien aimé, mais seulement à une sur la peur. On a parlé de peur, on a parlé d'angoisse, et là on se plaçait principalement du côté du formateur, on est dans une formation de formateur. Moi je voudrais dire tout simplement une banalité, c'est que former, quand ça marche bien, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir, voilà, c'est une banalité, mais je voulais aussi dire ça. Bon. Alors, moi, je vais commencer par dire que organiser une table ronde, c'est mettre en scène. C'est mettre en scène, c'est une mise en scène. Il faut donc avoir l'esprit du metteur en scène quand on organise une table ronde. On va animer cette table ronde. Souvent, on est tout seul pour l'animer. C'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, à chaque fois, il y avait un seul animateur. Mais c'est l'animateur donc qui gère la table ronde. Alors, il y a 3 types d'animateurs, si vous voulez faire une typologie, 3 types. Il y a l'animateur muet comme une carpe. Il y a l'animateur que j'appellerais le grand reformulateur. Celui qui sait reprendre les choses, qui les reformule de telle sorte que ça soit acceptable et puis qui relance comme ça les discussions. Et puis il y a un 3e type qui est l'animateur qui polémique. Ces 3 types légitimes
en quelque sorte, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Je ne sais pas, vous arrivez à vous situer dans cette typologie? Moi, je me vois bien en muet. C'est mon projet. Bon, bah, l'auto-évaluation n'est pas mauvaise. Alors, l'animateur muet ne joue pas complètement son rôle d'animateur. Ça marche s'il a à côté de lui des gens qui justement n'ont qu'une envie, c'est de prendre la parole. Dans ce cas, bon, ça roule tout seul d'une certaine façon, mais en même temps, ça roule tout seul sans rouler tout seul. Parce qu'un animateur muet ne peut pas être complètement un metteur en scène de la table ronde. Le metteur en scène doit donner des indications, doit dire un certain nombre de choses, il doit couper en disant là, attention, ça ne va pas, etc. Donc, forcément, il sera en porte-à-faux par rapport à sa position de metteur en scène. Alors, par contre, il peut se réfugier derrière un certain non-directivisme, mais qui est là de l'ordre idéologique, qui n'est pas forcément de l'ordre d'une véritable compétence concernant l'animation d'une table ronde. Alors, comment sortir de ça? Moi, je crois que les deux autres, moi, je laisserais un peu tomber l'animateur muet, parce qu'au moins, ce qu'on demandera à un animateur, c'est de prendre la parole. Alors, s'il ne prend pas la parole sur le fond, s'il ne prend pas la parole non plus sur la reformulation pour pouvoir relancer, etc., on lui demande quand même de régler un peu les débats. Alors, on voit tout de suite d'ailleurs comment il a préparé. S'il a préparé en fonction de la mise en scène, il a un sens dramatique de la table ronde. Là, on rejoint effectivement ce qu'on disait. Si on met des gens qui sont tous du même avis, ça va être un peu embêtant parce qu'on va entendre sous des formes diverses, mais enfin la même chose. Dans une table ronde, il faut essayer de mettre ensemble des gens qui n'ont pas le même avis. Bon, qui peuvent être des amis d'ailleurs, mais qui n'ont pas le même avis. Si vous me mettez avec Arduano, par exemple, sur certains points, on est complètement, enfin, on va se batailler très fort. Sur d'autres points, nous, on sera la main dans la main. Il faut donc, pour l'animateur, connaître la position de chacun. Et notamment connaître les failles de sa position. Ça suppose donc que quand on invite quelqu'un, d'une certaine façon, quand même, on connaît un peu, je dirais, son champ de représentation. On ne l'invite pas comme ça. Alors ça, c'est un autre aspect, peut-être un peu critique, que je formulerai. C'est comment on fait pour réunir les gens compétents. Est-ce qu'on s'adresse uniquement aux gens qu'on connaît, ou qu'on connaît par les gens qu'on connaît, donc ça c'est un... Mais encore, à ce moment-là, est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce que vous connaissiez vraiment ce qu'avait à dire Michel réellement ou non, ce qu'avait à dire Laurent? Bon. Est-ce que vous étiez quand même au clair? Arduano, je pense que vous saviez en gros, moi aussi, etc. Mais, bon. Donc, ça revient à dire qu'est-ce que veut dire préparer une table ronde. Préparer une table ronde, c'est effectivement, se dire sur quel thème je veux débattre, qu'est-ce que je veux poser comme question, et en fonction des questions que je veux poser, qui vais-je faire venir pour dialectiser les débats, pour faire en sorte qu'on entre dans une dramatisation assez intéressante, assez prenante, pour que vraiment des choses s'échangent. C'est pas très facile à gérer la dialectique, parce que l'animateur, là, soit il entre dans le troisième type, c'est-à-dire qu'il est lui-même partie prenante et participe. Si Arduano par exemple dirige une table ronde, il ne sera jamais quelqu'un qui simplement reformule. Vous comprenez bien, il interviendra dans la discussion. Pas question qui reste comme ça. Mais d'autres peuvent, je ne sais pas, Brigitte Ramon peut-être serait plus du côté de quelqu'un qui serait reformulé. Alors, les deux positions sont légitimes. Je crois que c'est très intéressant aussi qu'un animateur puisse parler. Simplement, il faut quand même qu'il sache que s'il est animateur, il n'est pas intervenant, donc il laisse quand même la parole aux autres.
hein, c'est quand même la moindre des choses, mais il peut quand même intervenir et ça donne aussi une dynamique lorsqu'il donne son point de vue par rapport à ce qu'il se dit. Mais son souci, ça doit toujours être quand même d'être centré sur ce qui se dit pour essayer de faire comprendre ce qui se dit aux autres, donc à ceux qui l'entourent, et puis aussi à faire communiquer les gens. D'où l'idée aussi de placer des gens qui ne sont pas du même avis, hein, et donc qui pourront sur des points forts s'opposer, et l'idée que lui, comme animateur, il va avoir comme principe de synthétiser, ça c'est ce que vous n'avez pas fait, hein, de synthétiser régulièrement le point de vue de chacun. S'il met des gens qui ont des points de vue différents, il faut qu'ils synthétisent le point de vue de A, le point de vue de B, en disant, ah ben, sur ce point-là, A dit ça, sur ce point-là, B dit cela, on peut relancer la discussion là-dessus, etc. C'est-à-dire, peut-être dans un processus comme ça, je dirais de dragage systématique des oppositions et des convergences. Hein, quand il sent, par exemple, ça c'est aussi tout le tact de l'animateur, s'il sent que les divergences vont trop dans l'agressivité, ça arrive, hein, dans l'agressivité, à l'animosité, etc., il a intérêt à penser aux convergences. Il y en a toujours des convergences, forcément. Donc il a intérêt à penser aux convergences à ce moment-là pour rééquilibrer la discussion. Parce que la discussion, ça doit pas être ce qu'on voit à la télévision quand Le Pen intervient avec un autre, etc., avec le Lyotard, comme la dernière fois j'ai vu, ils avaient des grands sourires comme ça. Leur sourire, c'était des vrais coups de rasoir. S'ils avaient pu vraiment suivre les coups de rasoir, ils l'auraient fait. Hein. Ils avaient des sourires comme ça, comme si de rien n'était. Ça sentait la mauvaise foi, c'était à vomir. Hein. Bon, alors... donc il ne s'agit pas de faire une table ronde de ce type-là, c'est pas du tout une table ronde, ça c'est n'importe quoi, c'est sans intérêt d'accepter de voir des gens qui se déchirent pour rien, parce que de toute façon, ils disent la même chose. Mais c'est plutôt l'animateur, lui, il a à dynamiser, à faire quelque chose de l'ordre de la création. Et pour cela, c'est vrai qu'il doit avoir le sens de l'équilibre. Donc, d'abord les points de divergence, les points de contradiction, parce que c'est ça qui fait la dramatisation de la table ronde. Hein, c'est ça qui fait la dramatisation. Et ça, je finis, je le répète, c'est au départ que ça doit être prévu. Il faut prévoir des gens qui n'ont pas le même point de vue. Et en même temps, si ça va trop loin, il faut qu'il soit aussi le régulateur, celui qui va ramener les choses du point de vue de la convergence, hein, pour ramener les choses dans une juste mesure. Vous retrouvez bien là mon sens de l'équilibre, n'est-ce pas très, en fin de compte, très ancien grec, hein, ou aussi chinois. Donc, ça, c'est un point important. Alors, n'oubliez pas que la théâtralisation, la mise en scène, hein, c'est l'unité de temps et de thème, en fin de compte. Hein. Le temps, l'espace, l'espace, c'est l'espace du groupe, etc. Bon, la salle, ça joue dans une salle. Là aussi, il y a tout ce qui est à gérer par rapport à ça. Bon, j'ai remarqué, par exemple, que vous aviez bien géré les bouteilles d'eau. C'est pas rien, hein. C'est très important, ça. Les bouteilles d'eau pour chaque intervenant, de telle sorte qu'ils puissent quand même ne pas s'étouffer en parlant. Bon, ça, c'est important. Gérer le temps. Alors, le temps, là... ça a été beaucoup, vous avez été plus muet sur le temps aussi, parce qu'il faut donner l'ordre du jour. On est 29. Oui, ça y est, je n'ai plus rien à dire. Ah, il se retrouve dans ce coup de ancien. Déjà vendredi. Bon, non mais c'est très important, hein, donc de prévoir, quand vous énoncez le programme, vous faites un programme pour la journée, même pour les 2 jours. En général, il faut énoncer pour les 2 jours, et relativement quand même précis. Soit par écrit, vous distribuez quelque chose, soit oralement, mais même si c'est par écrit, il faut quand même le rappeler oralement, et dire, voilà, on aura ça, et dire aux intervenants, vous avez tant de temps, de telle heure à telle heure, etc. Vous avez 10 minutes pour ça, vous avez un quart d'heure pour parler, etc. Et vous devez préparer un petit papier en disant il vous reste 5 minutes.
puis un autre où il vous reste 2 minutes. Et gentiment, vous glissez comme ça. Ça fait partie des règles du jeu. Tous les orateurs qui participent aux tables rondes, qui ont l'habitude de ça, ne vont pas s'offusquer. Ça fait partie des règles du jeu, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, sachez que dans les colloques internationaux, si on nous donne un quart d'heure, c'est un quart d'heure. Hein, et puis on n'a pas le temps, on ne peut pas aller au-delà. Hein, c'est vraiment comme ça. Donc, je crois que c'est très important de respecter cela, de savoir gérer cette dimension-là. Alors, en ce qui concerne... donc, il y a des questions de départ aussi. Il y a non seulement le temps, etc., mais il faut proposer aux gens. Il ne faut pas les laisser dans le flou. Hein. Vous avez un thème. Hein, c'est une unité de thème. Bon, vous avez un thème. En fonction des thèmes, il y a des sous-thèmes que vous avez médités et qui vous intéressent. Vous demandez à des personnes de traiter ces thèmes. Et vous allez chercher les personnes en fonction des thèmes qui vous intéressent, vous. C'est vous qui dirigez la table ronde. C'est vous qui voulez qu'on traite tous ces thèmes. Donc vous allez demander à un tel, parce qu'il est compétent, hein, vous le savez, parce que vous avez lu, ou vous avez dit, vous avez des connaissances suffisantes, vous allez donc chercher la personne en disant je veux que vous traitiez, je souhaiterais que vous traitiez tel thème. La personne dit oui ou non, naturellement. Mais si vous la touchez sur ses compétences, en général, elle va dire oui. Hein, parler de ce qu'elle aime ou de ce qu'elle fait, en général, elle aura plutôt tendance à dire oui. Mais c'est vous qui décidez. Donc la personne sait qu'elle doit traiter. Si c'est, je ne sais pas, formation d'adulte et militantisme, bon, alors on s'adresse et on dit c'est ça. Voilà, mais la personne sait que c'est ça qu'elle doit traiter. Si ensuite c'est en milieu carcéral, c'est ça, etc. Mais c'est vous qui l'avez décidé. C'est pas parce que vous connaissiez quelqu'un qui, en disant ah bah tiens on va prendre ce thème-là. Non, c'est l'inverse. Hein, c'est l'inverse. Bon, alors ça c'est un autre aspect. Dans ce cas-là, si vous avez fait ça, vous pouvez vous permettre de couper, même de périphérie. Hein, je dis que c'est difficile. Mais de périphérie, si vous lui présentez un truc qui vous reste plus de 5 minutes, il vous reste plus de 2 minutes, il respectera la règle du jeu. Et puis en plus, si vous lui avez précisé son thème, ça ira, il n'y a pas de problème. Donc on peut couper que si dans le fond on a géré suffisamment rationnellement sa table ronde. Il y a une rationalité de la table ronde, mais c'est une rationalité en vue d'une dramatisation pour susciter l'intérêt des gens. Ensuite, la parole en direction du groupe. Alors, en direction du groupe, vous avez vu d'ailleurs quand on commençait, bon, ça tombait un peu à plat, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de prendre la parole devant des brillants orateurs que nous sommes tous, naturellement. C'est pas toujours évident. Alors, il faut que les animateurs, là aussi, jouent le jeu de l'animation du groupe tout entier. Il faut prévoir, ou inventer, sur le champ, quelque chose qui va permettre au groupe de parler. Alors, ça peut être la méthode qu'a proposée André de Peretti, vendredi, vous savez, le 2, 1 plus 2, là, 1 plus 2, le 2 par le 1, etc. Bon, ça peut être ça, ça peut être des groupes où on parle à son voisin, on se fait par deux, peu importe, ou vous carrément un peu plus dans un groupe comme ça peut se faire, un peu plus directif, du type, bon allez, je vous donne 5 minutes, et puis sur une feuille blanche, vous énoncez 3 questions les plus importantes de votre point de vue dans ce qui a été dit, en 5 minutes, on se prend 5 minutes, on le fait. Bon. Mais de faire en sorte qu'il y ait une vraie mobilisation de l'attention et de la possibilité de participer du groupe tout entier. Ça, c'est important. Alors ça peut se faire après l'animation à la table ronde. Dans l'animation à la table ronde, c'est justement les synthèses que vous faites, les synthèses partielles. À chaque fois qu'un orateur parle, vous devez faire une synthèse à la fin de son intervention. Ça peut se résumer en deux phrases. Mais il faut que vous sortiez l'essentiel de ce qu'il a dit, les 2-3 idées forces, si vous voulez, qui ont été dites, pour les rappeler à l'Assemblée, en disant attention, là, il y a 3 idées forces qui ont été dites, voilà, etc. Et vous les notez de telle sorte que ces 3 idées forces, vous pouvez les renvoyer sur, si on est dans la partie débat, les renvoyer à la personne qui est normalement en opposition, si vous avez bien à gérer votre table ronde, pour le faire repartir, rebondir, vous voyez, dans la discussion.
Et vous devez, à la fin de la séquence de table ronde, faire une synthèse globale, hein, une synthèse générale de ce qui a été dit. C'est ça que j'appelle un animateur qui n'est pas muet. Un animateur qui n'est pas muet, c'est celui qui se permet de faire ce type de synthèse. Et c'est très bon aussi de renouveler la synthèse au moment d'une nouvelle séquence, surtout d'une nouvelle journée. Arduino vous en a fait la remarque d'ailleurs. Hein. Il a dit je n'étais pas au courant, dans le fond, j'avais une ignorance de ce qui a été dit la journée précédente. Et voilà, il vous a fait sentir que là, vous aviez manqué de quelque chose, hein, parce que vous ne lui avez rien dit de la journée précédente. Donc, même si au niveau des présentations, c'était, vous avez présenté chacun, tout ça, bon, ça va, n'oubliez pas de remercier aussi, c'est important. Et enfin bon, là ça a été, hein, tout ce qui a été accueil, tout ça, je trouve que ça a été, mais il manquait la dimension rappel du temps du programme, le temps de chacun, etc., la possibilité de couper. Vous avez aussi à vous bouger. N'oubliez pas que vous êtes animateur, c'est-à-dire qu'il y a un tableau, vous pouvez sortir, vous lever, noter les points clés qui sont dits par l'orateur, par exemple, au tableau. J'aurais peur de vous déranger, l'orateur. Non, ça ne dérange pas, il parle, vous pouvez noter ce qu'il dit, etc. Et puis ensuite, vous rappellerez ce qu'il a dit, justement, en disant, voilà les 3 points clés, etc. Pas systématiquement, vous voyez, il faut sentir ça en fonction du déroulement même de la table ronde. Hein. À certains moments, il vaut mieux rester là, très attentif, à s'y aider pour envoyer. À d'autres moments, on va au tableau. Mais on participe complètement. Hein. On participe, on n'est pas là comme des sphinx. Hein. On est vraiment animateur. Animateur, c'est donner une âme. Hein. C'est donc faire en sorte que la table ronde vive par votre intermédiaire, d'une certaine façon. Vous dirigez la table ronde. Hein. C'est vous qui l'animez. Et puis bon, c'est très important hein, de faire des synthèses. Alors des synthèses que vous pouvez reformer. Par exemple, dans l'histoire de l'enfermement que je vous ai indiqué, je n'avais pas prévu de le faire, soit l'enfermement, j'ai inventé sur place, là, parce que les collègues avaient parlé d'intervention et puis d'ambiance carcérale. Donc, en fonction de ces 2 idées clés, bon, j'ai construit un petit modèle théorique d'éducation, hein, qui parle moi, naturellement. Et ça aussi, donc c'est sur le champ, c'est en improvisation. Avoir aussi la possibilité de faire des improvisations théoriques. Hein, des synthèses, comme ça, des synthèses éclairs de ce qui se dit à plusieurs intervenants, surtout lorsqu'il y a des oppositions, par exemple, hein, pour mettre dialectiquement, j'irais, en scène, et d'une façon claire pour les participants, ce qu'il y a pu se dire. Ça, c'est aussi un art, on pourrait dire, hein, un art de l'animateur au tableau. Alors, c'est pas facile, hein. Ça, je regardais, tu prenais pas de notes, enfin, vous preniez pas de notes pour ce que disaient les intervenants. Comment tu peux te rappeler ce qu'ils disent si tu prends aucune note? Comment peux-tu faire une synthèse si tu prends aucune note? À moins d'avoir une mémoire phénoménale. Pas de synthèse. Voilà, mais bon, mais comme cette histoire d'animation de table ronde, faire la synthèse, ça compte pour 90% de la note à la fin de la table ronde. C'est bien. Autant être clair, moi je sais pas faire une synthèse, je sais pas. Sortez les bouteilles pour voir. Dans le fond, il y a une chose que vous devez apprendre ici dans le BIFAS, non seulement pour les tables rondes, mais en général. Tout ce que vous aurez à faire en tant que formateur, c'est apprendre à faire des synthèses. Et des synthèses minutes. Des synthèses minutes qui débouchent même sur des improvisations théoriques. Ça, c'est des choses indispensables. Il faut apprendre à faire ça. Il faudrait, on ne le fait pas, mais vous devriez le faire. C'est-à-dire un peu comme on prépare l'agrégation. Quand on prépare l'agrégation, on prépare dans des sous-groupes. On fait des plans, parce que ça marche le plan d'agrégation. Hein. Donc on fait 36 000 plans sur des sujets, etc. Tous les sujets qui peuvent venir. Chacun fait des plans et le groupe de travail fait 36 plans et chacun s'échange les plans ensuite et travaille les plans. Là, vous devriez apprendre à faire des synthèses. Et la question
Comment? Il y a la question. Voilà, la question. Mais apprendre à faire des synthèses, ça me paraît aussi très important. Je trouve qu'on ne le fait pas assez d'ailleurs dans les études supérieures en général. Mais c'est pourtant quelque chose d'essentiel. C'est essentiel pour la vie politique, pour la vie personnelle. On sait analyser, mais on ne sait pas faire de synthèse. Alors qu'on a beaucoup plus besoin de synthèse que d'analyse. Bon, je vais dépasser mon temps. Enfin bon, je rappelle que la synthèse, ne pas hésiter à reformuler au moins les choses pour dialectiser les points de vue et relancer le débat, redonner une dramatisation, voire entrer dans la polémique même, hein, s'affirmer, donc éventuellement, mais en ayant toujours quand même conscience que nous, la personne est animateur, elle n'est pas participante, elle n'est pas, fait pas partie complètement de la table ronde, donc il y a toujours le souci de faire parler les autres avant soi. Hein, ça c'est le point important, mais il n'empêche qu'on peut être complètement partie prenante sur le fond, j'entends, hein, pas simplement sur la forme. On peut être sur le fond aussi, ça veut. C'est l'intervention polémique, hein, c'est l'animation polémique. Ardoino fait très bien cela, hein, c'est l'animation polémique. Bon, voilà ce que je voulais dire. En fait, je trouve que les critiques sont douces et moi, mon autocritique est bien plus dure que celle-là. Tu es dur avec toi-même. Non, mais j'ai fini. Alors, attends, écoutons son autocritique. Non, je ne parlerai pas de mon autocritique. Alors, en fait, moi, dans cette table ronde, j'avais déjà été amené à monter un projet. Quand je faisais des études, on avait un robot à réaliser, on avait des contraintes, etc. Et des solutions technologiques qui n'étaient pas faciles à trouver. Donc on était à 5 sur ce projet. En fait, on a bossé à 2. Là, ça s'est reproduit un petit peu, évidemment. Et en fait, dans tout ce projet, moi j'étais un peu géo-trouve-tout qui trouve les solutions, qui fait un brouillon. Et il y avait avec moi quelqu'un qui s'appelle Eric, qui prenait mes brouillons, qui les mettait au propre, qui faisait tout le travail administratif derrière, qui faisait les relations avec les entreprises, qui faisait les bons de commande, qui s'occupait de toute la logistique. Et donc à la fin de ce projet, moi c'est toute la partie que je ne savais pas faire. Voilà, tout ce qui était préparation, logistique et tout ça. Et ce qui m'intéressait dans la préparation de cette table ronde, c'était toute cette partie-là parce que je ne savais pas la faire. Ouais, acheter des bouteilles, acheter des billets de train. Bon, puis en fait, j'ai dû faire plus. Mais pour faire vraiment une table ronde comme je l'imagine, il nous aurait fallu 50 heures de plus multipliées par 5 ou 6 personnes, quoi. Non, mais avec le niveau que j'ai actuellement, pas avec une personne toute seule peut faire. C'est pas une question. Alors moi tout seul, il m'aurait fallu 70 heures de plus. Non, mais si, je ne pas des conneries. Au niveau de s'enseigner sur le sujet, au niveau de. Tu vois, là 3 semaines avant, il n'y avait aucun intervenant. Et j'étais tout seul. Alors, on sent bien que, en fin de compte, vous êtes bien sorti parce que vous avez fait appel à des intervenants que vous connaissiez, qui étaient proches de vous. Puis bon, ça a été, moi je trouve, alors maintenant, quelque chose d'un peu extérieur. Je trouve que ça a été toujours très riche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouvais que c'était très riche, très intéressant. Donc, vous en êtes bien sorti malgré tout, mais ça aurait pu être un vide. Hein, je veux dire, mais comme le dit notre professeur René Barbier, on aurait appris beaucoup. Tout à fait. Et alors, il y a 2 petites choses aussi. La première, c'est que M. Laurent, il y a un livre qui s'appelle « La lutte contre l'illettrisme en milieu pénitentiaire ». Voilà, s'il y a des gens qui le veulent, on fera tourner une feuille demain, ils marqueront leur nom, et puis on pourra avoir cette revue.
Et moi, je voulais dire aussi que derrière cette table ronde, qui est ce qu'elle est, il y a beaucoup derrière que j'ai amené là. Et j'aimerais bien avoir un retour de ceux qui veulent et de la manière dont ils veulent. Voilà. Au chèque. En dessin, en ce que tu veux, tu vois, 2-3 mots, ou en rien du tout. Moi, je voudrais dire aussi que si cette table ronde elle a eu lieu, c'est parce que Pierre, pendant très très longtemps, l'a apporté à vous. Il en a 90%. J'aurais pas fait la dernière ligne droite sans mon ami. Et en plus, c'est marrant parce qu'on s'est retrouvé le plus jeune et le plus âgé. La promotion. Non, mais en même temps, alors moi, ce que je peux dire aussi, c'est que ceux qui ont réalisé cette table ronde, c'est forcément ceux qui ont le plus appris. C'est-à-dire que, même quelles que soient les insatisfactions, les imperfections, etc., de toute façon, ce sont vraiment eux qui ont appris. C'est aussi ça que je voulais dire. Vous en faites une bientôt, une table ronde, je ne sais pas comment vous serez, mais c'est des personnes qui se sont mouillées, qui se sont impliquées, qui ont trouvé les difficultés, etc., toutes les imperfections, c'est eux qui apprennent, beaucoup plus que les autres. Ça, c'est une règle aussi. Bon, Je peux vous dire un mot d'abord. Vous remercier parce que vous avez fait preuve d'une grande qualité à laquelle je suis toujours sensible en formation, c'est l'écoute. Et je ne sais pas trop ce que l'individu là-bas me raconter pour que je me retrouve avec vous. Mais d'accord. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir et je vous souhaite de réussir dans cette formation que vous avez engagée. Il n'y a pas si longtemps que j'en suis sorti, parce que c'est le mois de juillet dernier. Et vraiment meilleur vœu de réussite. Merci. Merci. Merci.